Donc, on va passer sans plus tarder à notre deuxième table ronde qui s'intitule « Mesures et suivi de données pour l'opérationnalisation du développement durable ». Ça me fait plaisir de vous présenter ma collègue Colline Gombeau. Elle est coordonnatrice d'activités pour l'Institut EDS depuis septembre dernier. C'est elle qui est derrière une grande partie du succès logistique aujourd'hui, puis de la belle programmation qu'on a eue. Donc, elle soutient l'équipe du projet DTI-ODD dans la réalisation de plusieurs livrables de transfert de connaissances. C'est intéressant, depuis ses premiers mandats aux questions environnementales et de sécurité et souveraineté alimentaire, c'est tout naturel qu'elle se tourne vers les enjeux concernant le développement durable. Donc, voilà. À toi, Colline. Merci Jason et bonjour à tous. Bienvenue à cette seconde partie de l'après-midi et ce second panel de la journée qui, comme Jason nous l'a mentionné, portera sur la mesurabilité et le suivi de données, toujours au service de la mise en œuvre du développement durable. Donc, ce panel durera environ entre 1h15 et 1h30 et se déroulera en 4 temps, soit un premier tour où nos intervenants partageront leur expertise et leurs projets en tentant de répondre à la première question, qui est en quoi la mesure du développement durable et la gouvernance des données permettent de répondre aux enjeux de la durabilité aujourd'hui. Ensuite, un second tour est prévu pour discuter des difficultés et des opportunités que peut amener la mesure de la mise en œuvre du développement durable. Puis, le panel aura l'occasion de se relancer et nous vous laisserons le micro. Donc, j'accueille Liliana, Madame Liliana Diaz, à venir me rejoindre pour ouvrir ce panel avec une courte présentation sur les outils et suivis existants sur les ODD. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse de vous voir aujourd'hui. On n'a pas eu beaucoup d'occasions tout au long du projet d'avoir ce genre de rassemblement, mais c'est vraiment le but. On voit l'importance justement de se rencontrer, de ces regards croisés, ces échanges. Alors, vraiment très, très heureuse. Donc, je vais vous présenter un petit peu les éléments derrière le projet de démarche transformationnelle d'intégration des ODD dans les collectivités locales. Je ne veux pas me cacher derrière l'écran, mais malheureusement, bon, c'est ce qui arrive. Et le projet, donc, avec un nom aussi long, on a opté pour un tout petit nom, c'est le projet DTI-ODD, ou encore j'ai le même problème avec le bouton. Oh, oui, OK. Donc, par rapport au projet DTI-ODD, je vous présenterai rapidement la démarche qui nous a amenés vers le projet, quels étaient les éléments de départ pour finalement donc, vous présenter l'importance des outils de suivi. Donc, la démarche EDS, elle repose sur une vision d'ensemble des objectifs de développement durable. Et on a réalisé plusieurs activités participatives, des activités d'échange, où on a utilisé ce qu'on appelait certaines personnes le NAPRON sur les objectifs de développement durable. Je voulais vous expliquer ce que c'est. C'est où que je dois... Celui-là. Ah, OK. Merci. Voilà. Donc, on voulait se doter d'une ressource qui pouvait faciliter les échanges pour comprendre comme coup de regard l'ensemble des enjeux qui sont impliqués dans ce cadre d'action. Et vous pouvez trouver donc au centre un schéma conceptuel et autour des résumés de toutes les cibles de chacune des 669 cibles opérationnelles des ODD. C'est une manière d'aborder justement les questions de complexité qui sont abordées par ce cadre qui couvre énormément d'enjeux, que des fois on se demande par où commencer, mais qu'on a montré donc avec plusieurs outils, on est capable d'aller progressivement introduire les différentes dimensions, montrer l'interrelation entre ces dimensions-là d'une manière cyclique, d'une manière, j'utiliserai le terme qu'on propose par rapport à la désiloation dont on a parlé dans la journée, c'est vraiment l'intégration. On parle de comment intégrer tous ces enjeux, comment les voir de manière plus circulaire, plus cyclique. Mais surtout, on parle de
l'importance de se rappeler toujours qu'on doit circonscrire nos actions dans les limites planétaires. Donc, le cercle que vous voyez autour des ODD dans le schéma, ça fait référence aux 9 limites planétaires dont, en 2009, on parlait déjà d'avoir dépassé 3 de ces 9 limites. Maintenant, la recherche nous rappelle qu'on a déjà dépassé 6. Et donc, c'est avec cette toile de fond qu'on doit toujours réfléchir à ces nouveaux objectifs de planification globale qui constituent donc les ODD, ce plafond environnemental et ce qu'on appelle le plancher social, donc l'objectif de répondre aux besoins élémentaires, mais de l'ensemble de l'humanité, puis commencer par les plus vulnérables. Donc, c'est ça qui doit donner un sens à l'économie, à la croissance, c'est d'abord de répondre à ces besoins et pas de n'importe quelle manière. Donc, avec ces paramètres en tête, on propose de se mettre en action, de générer de nouvelles idées, de propositions qui peuvent s'inscrire dans notre contexte. Et c'est ça qu'on appelle la démarche intégrée, interscalaire de l'Institut EDS. Se rappeler donc qu'on doit agir à tous les paliers d'action avec tous les acteurs. Et pour ça, donc, on a travaillé plusieurs années dans différents secteurs. Dans une démarche qui est proposée sur 3 étapes. Ça, c'est le type de résultat d'exercice de collaboration et de réflexion sur les liens qui unissent justement ce cadre intégré où toutes les cibles sont interconnectées et qu'on peut appliquer à des exemples locaux, à des initiatives existantes, mais pour aller plus loin, pour intégrer de plus en plus de dimensions de manière plus intégré. Donc, le cadre, disons, commence par les étapes initiales d'une démarche, diagnostic, mobilisation de connaissances et d'acteurs et génération de nouvelles idées. Ça, on l'a fait pendant plusieurs années dans des cadres universitaires et aussi avec le ministère de l'Éducation, dans beaucoup de réflexions qui nous ont amenés aussi avec la Ville de Québec. Jusqu'au début du projet, en 2019-20, ça a été formulé dans l'intention d'aller plus loin avec des municipalités, avec une planification complète dans des municipalités et tester les outils qu'on connaissait puis qu'on savait qu'ils existaient, qui avaient fait des preuves, entre autres, donc la grille de priorisation qui vient d'être présentée. Les 2 éléments de départ, on en a parlé pendant la journée, c'est la centralité des gouvernements locaux dans la mise en œuvre des objectifs. La plupart des actions passent nécessairement par ces gouvernements locaux et la prépondérance de la gouvernance basée sur les données. C'est-à-dire qu'on veut, avec ce cadre, aller vers des résultats, aller vers une meilleure coordination d'acteurs, une plus grande cohérence. Et pour tout ça, on a besoin vraiment de données désagrégées pour être capable d'identifier les secteurs les plus vulnérables. Donc, ces 2 enjeux étaient quand même à notre portée dans la possibilité d'essayer d'avancer sur ces leviers pour la mise en œuvre des ODD. Le projet donc, a comme rôle de renforcer le rôle des collectivités locales et principalement, on visait donc d'accélérer les changements, les transitions qu'on vise. Sur 3 volets, on a eu donc l'accompagnement de 3 municipalités et aussi la Nation Huron-Wendat via le bureau New-Wenshu. On mobilisait des partenariats de nombreux collaborateurs à plusieurs échelles et on génère à partir de maintenant, puis on veut vous encourager à partager aussi les différentes formations qui vont être issues de ce projet. Donc, je rappelle, on s'inscrit dans une démarche complète, la démarche que Simon nous a expliquée, qui est proposée pour les municipalités. Elle peut être réalisée en utilisant le cadre des ODD, et c'est ça qu'on a testé grâce à la grille de priorisation des cibles. Donc, on a fait le diagnostic à la municipalité de Baie-Saint-Paul, à la Malbaie. La Ville de Québec l'avait déjà réalisé aussi en utilisant la grille. Ensuite, on réalise des mobilisations d'acteurs, des connaissances à partir de consultations citoyennes, différents ateliers, on génère des idées.
Et on arrive à l'étape de mise en œuvre avec le plan, Saint-Paul l'a mentionné plus tôt, la planification pour les prochaines étapes. On est rendu à se poser la question de comment travailler sur les outils pour mesurer les impacts de ces actions et savoir qu'on est sur la bonne route. De la même manière qu'il y a des outils qui nous permettent de prioriser et planifier, on sait qu'il y a de nombreux outils aussi pour le suivi des actions. Là, on part de quelques, disons, constats qu'on a par rapport à l'importance de la planification intégrée. Ça a été mentionné dans la journée, d'avoir un cadre général, une vision stratégique. Ça peut aider les initiatives qui sont des fois plus fragilisées de manière isolée à avoir un cadre qui permet d'aller plus loin, d'accélérer les transitions. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre sur les planifications plus stratégiques. Et pour ça, donc, on a ce type d'outils, démarches participatives, d'autres outils comme la grille, et il y a aussi des outils, si vous voulez, nouvelle génération, spécifiquement qui découlent concrètement des objectifs de développement durable, comme les examens locaux volontaires. Il existe énormément d'exemples autour du monde. Là, ce matin, il y avait peut-être un pourcentage qui était mentionné par rapport aux pays de l'OCDE. Mais à l'échelle globale, je pense que le pourcentage de villes qui ont adopté les ODD est peut-être beaucoup plus haut. Je ne connais pas le chiffre, mais il y a vraiment beaucoup d'exemples, autant dans des pays industrialisés ou aux pays en développement, qui ont déposé aux Nations unies des rapports basés sur cette approche des examens locaux volontaires. Il y a même, je le cite ici, puis la formation, c'est-à-dire la présentation va vous fournir un certain nombre de liens auxquels vous pouvez avoir accès, comme il y a par exemple une formation en ligne qui est produite par l'Union de gouvernements locaux pour réaliser des examens locaux volontaires, puis on a aussi plusieurs partenaires qui ont élaboré des guides, des outils dont certains on vous les rend disponibles et accessibles à travers la page du projet et par la suite, vous pourrez les consulter. Donc, ça, c'est ce qui concerne, si vous voulez, la partie de comment les objectifs de développement durable peuvent avoir un impact sur la manière comment on réalise les politiques, les plans, comment on oriente l'action. Il y a des analyses qui ont été faites, des recherches qui ont été faites sur le type d'influence que les objectifs ont eu, les ODD ont eu déjà en 2020. Il y avait un certain nombre d'effets qui pouvaient être détectés comme des effets institutionnels, des effets dans la manière comme on communique les enjeux, des effets relationnels de comment on peut rassembler plus d'acteurs, mobiliser éventuellement des ressources. Donc là, je vais simplement, ici, il y a la référence sur ce type de recherche, tour d'horizon des différentes recherches qui sont arrivées à ces constatations. Mais je vais me concentrer surtout sur la deuxième partie des outils dont on a besoin pour la suite. Donc, une fois qu'on a réalisé des plans, des politiques, des programmes, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est sur la bonne route? Comment est-ce qu'on fait qu'on atteint les objectifs et les cibles qu'on s'est donnés à l'échelle locale, mais qui sont ceux qui peuvent, une fois collectivement, de manière synergique, avoir un impact territorial, voire global. Donc là, on est dans une autre nature d'outils. Ça nous prend, par exemple, des sites où on peut avoir des données comparables entre différentes villes. Ça nous prend des indices aussi pour comparer les différentes villes. On peut avoir des certifications. Et on voit de plus en plus que ce type d'outils convergent de plus en plus vers les objectifs de développement durable. On a évidemment un champ de recherche qui émerge autour de cette analyse qui est très complexe. Et
On a évidemment eu quelques réflexions au cœur du projet, donc notamment à la phase l'année dernière, sur ce que ça représente comme enjeu en termes d'accessibilité, en termes de comparabilité, d'avoir toutes ces données pour le suivi. Il y a aussi différentes attentes selon les acteurs de ce qu'on peut avoir besoin comme outil. Au niveau local, on peut avoir surtout besoin de communiquer aux citoyens, mais au niveau, si on veut, il s'agit de comparer les villes, ça va être beaucoup plus à l'échelle supralocale qu'on va se pencher là-dessus. Et pour le secteur académique, on a besoin aussi d'avoir l'accès aux données, d'avoir des données de qualité, de pouvoir les comparer. Donc, on peut avoir aussi une réflexion conjointe sur comment on peut produire toutes ces données, et on a démarré ce type de réflexion dans le cadre du projet. Je mentionnerai ici quelques-uns des outils qu'on a, disons, partagés pendant le projet, mais aussi qu'on voit qui évoluent et qui éventuellement pourraient être utilisés davantage au Québec. Celui-là, c'est l'outil de l'Institut international de développement durable, basé à Manitoba, basé à Winnipeg, et qui a produit plusieurs sites de suivi pour des municipalités, aussi pour des organismes communautaires, et qui permettent de collecter des données, mais surtout de définir des indicateurs qui peuvent être comparables entre différentes organisations et qui sont référés aux objectifs de développement durable. Il y a aussi des indices pour les villes qui ont été développés par SDSN, Sustainable Development Solution Network, qui est un réseau auquel l'Université Laval, dont l'université fait partie, puis qu'on collabore beaucoup avec eux, qui permet de générer, ça c'est l'exemple des villes en Espagne, par exemple. Vous avez un site en ligne où vous pouvez comparer l'état d'avancement de toutes ces villes selon les ODD, de même qu'on peut le faire pour tous les pays, selon la méthodologie qui est développée par des scientifiques, puis suivie régulièrement pour produire ce type d'outil de visualisation. Finalement, bon, vous avez les certifications connues, mais qui sont en ligne de plus en plus avec les objectifs de développement durable. Donc, les villes qui adhèrent à ce type de certification pourraient être comparées et avancer aussi dans ce sens. Et il y en a d'autres qui sont peut-être moins connus, développés par les Nations Unies, plus avec des outils d'intelligence, disons, les processus de ville intelligente, si vous voulez, et qui peuvent aussi permettre d'avoir une visualisation de l'état actuel, mais éventuellement de générer des indices pour comparer certaines villes, comme ici, c'est un exemple en Norvège, où il y a eu une quarantaine de villes d'une région. Donc, ça permet aussi une lecture à une échelle un peu plus haute que juste la municipalité. Et nous, bon, on est en train de tester un outil qui est celui qui est utilisé par le gouvernement fédéral pour présenter les données des indicateurs canadiens et qui pourrait éventuellement être pris par le Québec, par exemple, avec un certain nombre de données et suivre certains indicateurs pour lesquels il faudrait avoir un consensus. Éventuellement, des villes pourraient être comparées. Et pour l'instant, bien, ça fait l'objet de certaines recherches et des formations qu'on veut aussi rendre disponibles pour que, éventuellement, si certaines villes sont intéressées à travailler avec nous, bien, il y a la possibilité de continuer de le faire. Donc, ça, c'est des outils de formation. Donc, juste finalement rappeler qu'en septembre, on a le sommet de l'avenir et qu'on essaye de remettre les ODD sur les rails. Comme ça a été mentionné ce matin, le défi est énorme, mais on pense que l'action locale va permettre de maintenir le cap et de continuer d'avancer. Oui, merci. Merci, Yann. Et
Je tiens à m'excuser parce que j'ai oublié de présenter Liliana proprement, donc je vais le faire maintenant. Liliana a quitté sa Colombie natale pour faire sa maîtrise et son doctorat en études du développement en Suisse, à l'Institut des hautes études internationales et du développement. Puis elle a ensuite rejoint l'équipe EEDS en 2007, ici à Québec, pour coordonner différentes initiatives innovantes de formation interdisciplinaire en développement durable, dont le MOOC, Développement durable, enjeux et trajectoires de l'Université de Laval. Donc voilà, je suis désolée, Liliana. Maintenant, je passe la parole à Étienne Berthold. Je vais éviter d'oublier de l'introduire, donc je vais lire tout de suite sa bio. Étienne est détenteur d'un doctorat en études urbaines. Il est professeur agrégé au département de géographie de l'Université Laval, ainsi que directeur du baccalauréat en développement durable du territoire. C'est un ancien directeur de l'Institut EDS et il est fondateur de la maîtrise professionnelle sur la mesure en action climatique à l'Université Laval. Donc, je te cède la parole. Merci, Colline. Et bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de m'adresser à vous en vrai cette fois-ci. Écoutez, on a eu le droit à une belle équipe de travail depuis quelques années. On aime se taquiner parfois. Puis il y a une chose que Jason n'a pas faite aujourd'hui, qu'il fait habituellement après la pause, c'est d'offrir à tout un chacun de faire un petit peu d'exercice, puis de s'étirer. Puis je sais qu'on est un peu en retard, mais j'inviterais ceux qui veulent le faire. En tout cas, moi, je vais le faire. C'est pas dans la perspective de faire un show, mais je pense qu'à ce moment-ci, ça vaut la peine. Donc, vous pouvez... allez-y comme vous voulez. Puis c'est un exercice qui est parfaitement facultatif, du reste. Là. Prenez une petite minute. Puis bon, je précise que je ne suis pas un modèle. S'étirer comme ça, puis là, on laisse aller dans 3, 2, 1... Ah! Je savais que j'allais te surprendre, Jason. Oui, tu m'as très, très bien surpris, merci. Bon, ben bravo, vous avez bien fait ça. Écoutez, je vais retourner la question que Colline nous a posée en se demandant pourquoi vouloir mesurer le développement durable. Puis je vous parlerai d'indicateurs de mesure. La mesure, c'est quelque chose qui est inhérent, évidemment, à un régime productiviste. C'est normal, hein? On a des projets, on investit de l'argent, on investit des ressources humaines. Il faut mesurer. Dans bien des cas, on ne se pose pas la question, on mesure d'emblée. Pourquoi mesurer le développement durable? Je pense que ce qui rend nécessaire la mesure du développement durable, c'est sa polysémie. Donc, je n'apprendrai rien à personne aujourd'hui. Il y a plusieurs approches derrière ce qu'on appelle développement durable. L'approche du rapport Brundtland, qui est celle qui est dominante dans les législations, dans les accords internationaux, ce n'est pas la seule, puis qui postule qu'on peut atteindre un équilibre qui est presque anthropocentré entre la conservation de l'environnement, le développement social et le développement économique. C'est une approche dominante, mais ça n'en est qu'une seule. Okay? À contrario, on assiste à d'autres approches qui sont moins observées, mais moins numériquement observées, mais quand même auxquelles un nombre croissant de groupes s'attachent, qui sont des approches qui procèdent d'une logique complètement différente, qui vont, elles, accorder une place vraiment importante à l'impératif de conservation environnementale, lequel va englober les velléités de développement social et, à plus forte raison, de développement économique. Le développement durable est polysémique parce qu'il est porteur de sens. Donc, par-delà, le fait qu'il puisse s'inscrire dans nos politiques, dans nos plans d'action, puis c'est très bien parce que c'est un outil éminemment utile. C'est aussi une idéologie, au sens positif du terme. Donc, un système de valeurs qui guide l'action qu'on se donne, qu'elle soit publique ou plus proprement privée. Et puis, à ce titre-là, c'est pour ça qu'il faut mesurer aussi, parce que derrière une idéologie, il y a des intérêts, puis il y a potentiellement des distorsions. De toute façon, ça a été souligné ce matin que l'approche du rapport Brundtland aussi, environnement, économie, société, est une approche qui est éminemment porteuse, mais à laquelle on peut donner beaucoup de sens. Mais ça rend la mesure nécessaire. Il faudrait se poser la question maintenant de quelle façon on peut mesurer... Oups. Ce ne sera pas long, je n'ai pas besoin de pointeur. Attends un petit peu. Ah, c'est simplement là-dessus, OK. De quelle façon mesurer le développement durable? On a plusieurs outils. Celui qui m'a intéressé, c'est les indicateurs de mesure. Les indicateurs de mesure en développement durable sont très répandus. Ils servent à quantifier un ensemble complexe de processus. Puis il y a plusieurs façons de développer des indicateurs en développement durable. On peut avoir des indicateurs qui, dans une certaine approche, se réclament d'une dimension
Scientifique. Donc, on va vouloir plusieurs indicateurs, les indicateurs les plus exhaustifs possibles, parce qu'on présume que le développement durable est justement une réalité complexe à mesurer. Puis de l'autre côté, ça, c'est une approche dominante, l'approche des indicateurs scientifiques qui est aussi technique et administrative. D'un autre côté, depuis quelques années, on voit des approches alternatives qui sont très complémentaires aux approches scientifiques d'élaboration d'indicateurs, puis qui disent, bien, écoutez, on a aussi besoin, on aurait peut-être en complément besoin d'un certain nombre d'indicateurs moins développés et moins exhaustifs, mais que les citoyens pourront comprendre plus aisément. Cette approche-là, des indicateurs plus politiques, mais j'aime mieux dire citoyenne, est une approche qui va mettre l'accent sur la satisfaction la plus immédiate possible des besoins sociaux. C'est une approche qui est contestée, évidemment, par la science, mais lorsqu'on la place en interrelation avec les indicateurs plus administratifs et scientifiques, c'est une approche qui est quand même, qui porte son potentiel. Liliana mentionnait les outils de suivi. Les ODD nous ont intéressés dans ce projet-là au niveau scientifique, entre autres parce qu'ils sont, ça a été mentionné aujourd'hui, ils sont aussi gouvernés par une série d'indicateurs. Donc, je vais laisser David expliquer la logique d'action qui sous-tend la localisation des ODD pour faire un certain nombre de commentaires rapides. Je sais que j'ai pris un peu plus de temps avec l'exercice, là, donc je vais me rattraper. En ce qui concerne les indicateurs des ODD. Les indicateurs des objectifs de développement durable sont, dans le fond, ils doivent faire l'objet d'une démarche de localisation, puis ils doivent faire l'objet d'un tri auprès des parties prenantes qui sont engagées dans les démarches, justement, d'appropriation des ODD. Puis les premières de ces parties prenantes, peut-être pas les plus importantes, mais celles qui vont justement mener les processus, ce sont les autorités politiques et administratives. Elles ont besoin d'indicateurs. Puis les indicateurs dont elles ont besoin sont les indicateurs qui correspondent globalement à la première approche d'indicateurs dont je parlais, donc assez exhaustifs, précis, qui doivent aussi répondre à la présence de bonnes sources de données. Un indicateur fonctionne aussi dans la mesure, et peut être opérationnalisé dans la mesure où on peut lui fournir de bonnes sources de données. D'un autre côté, lorsqu'on parlait de grille de priorisation des cibles, ça revient aussi un petit peu à ça. On ne peut pas ignorer qu'un processus de localisation et d'adaptation des ODD est aussi une occasion assez extraordinaire, je dirais, de mousser la participation citoyenne. Tant la participation citoyenne est capable de se reconnaître à travers, je dirais, les diverses facettes du développement durable et spécifiquement des ODD. Donc, les citoyens, eux, doivent pouvoir comprendre la nature, la portée des indicateurs pour assurer l'intelligibilité de l'action publique. Une des façons d'assurer l'intelligibilité de l'action publique en développement durable, c'est par le fait d'élaborer des indicateurs qui sont dans une logique là, dont je parlais précédemment, complémentaire aux indicateurs scientifiques, mais des indicateurs dans lesquels l'expérience quotidienne des citoyens va pouvoir se retrouver, ce qu'on appelle leur savoir d'usage. Parce que les citoyens sont des experts de leur environnement au quotidien. Ils vont nous en parler d'une manière très complémentaire à ce qu'un expert d'administration publique ou un chercheur peut faire. Mais il y a un savoir d'usage derrière ça qui est vraiment important et qui doit se qualifier dans les indicateurs. On pourrait voir là-dedans une relation asymétrique, comme je le disais, mais une complémentarité qui est nécessaire. Oui, c'est ça. Je vais prendre un exemple. Là, quelle forme ça peut prendre? On va prendre le cas d'une administration qui chercherait à mesurer son engagement en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine. Bon, moi, je parle à partir de mon champ de recherche, donc en lien avec l'ODD 11, Villes et communautés durables. Donc, du côté administratif, un indicateur localisé, on en a travaillé plusieurs avec David, il va vous en parler donc, dans quelques minutes. Un indicateur localisé, ça pourrait être la part des dépenses publiques, donc totale ou per capita, consacrée aux politiques et aux mesures de conservation et de mise en valeur du patrimoine. Ça va de soi.
On peut élaborer un indicateur citoyen de manière dérivée à cet indicateur-là. Il va falloir le moduler sur le plan de la gouvernance. Un pendant citoyen d'un tel indicateur pourrait être davantage la part des dépenses publiques consacrées au financement de budgets participatifs qui, eux, seront voués à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine. Donc, on voit bien, là, on est dans une relation inégalitaire, puis c'est comme ça que ça peut fonctionner, mais une relation qui va porter tous ses fruits si on met justement ces deux types d'indicateurs en relation, parce qu'on fait juste accroître la place de la démocratie. Puis, je penserais, là, la profondeur des processus de localisation et d'adaptation. Il y aura des défis à ça, j'en dirai quelques mots après, donc j'ai déjà pris trop de temps, je vous remercie. Et je peux danser, là, si vous voulez. Donc, merci Étienne. C'est au tour de M. David Tremblay qui va nous présenter un peu plus son expertise sur la localisation des ODD. Donc, David est chercheur postdoctoral à l'Université du Québec à Chicoutimi et travaille avec l'Institut EDS comme professionnel de recherche. Son travail porte sur la mise en œuvre du développement durable, les outils, la gouvernance et l'engagement des parties prenantes dans les questions de durabilité et de transition. Au cours des 15 dernières années, il a accompagné diverses organisations locales, nationales et internationales, en outre dans l'élaboration de plans de développement durable. Merci, Colline. Bonjour à toutes et à tous. Merci aussi à l'Institut de m'avoir accueilli dans leur équipe quand même à la fin de l'année 2023. Ça fait plaisir. Je suis basé à Chicoutimi, fait que pour des membres de l'équipe, c'est la première fois qu'on se voit, même si ça fait 5 mois qu'on travaille ensemble. Fait que c'est vraiment un bonheur d'être ici aujourd'hui là, en présentiel. On m'a demandé de parler de mon expertise en lien avec la thématique de la table ronde, finalement. Depuis 2010 que je travaille avec la chaire en éco-conseil sur l'opérationnalisation du développement durable. L'opérationnalisation du développement durable, grosso modo, c'est de passer des principes vertueux sous-jacents au développement durable à l'action. Et finalement, les questions qu'on se posait beaucoup à la chaire en éco-conseil, c'est comment aussi mesurer la durabilité via ces actions qu'on pourrait mettre en œuvre à différentes échelles. Donc, depuis 2010, j'ai travaillé beaucoup au développement d'outils d'analyse de développement durable. On a parlé de la grille d'analyse de développement durable dans la présentation de M. Kéry, à laquelle j'ai participé au développement, mais plus récemment aussi, la grille de priorisation des cibles des ODD qui vous a été présentée sous l'heure du midi, et les fiches de gouvernance aussi du développement durable qui avaient été présentées en 2012 et qui sont maintenant dans la boîte à outils de la mise en œuvre des ODD. Depuis 2015, je dirais que, je pense que c'est pas du tout la pas de présentation, mais je vais me débrouiller avec ça. Mais depuis 2015, ah non, c'est de ma faute. Depuis 2015, finalement, que je concentre mon action, mon travail, ma recherche sur l'opérationnalisation, plus précisément, du programme des Nations Unies à l'horizon 2030, donc, et les ODD. Plus récemment, ce travail-là porte vraiment sur la localisation des ODD. Je me suis trouvé une diapo, finalement, qui allait avec mon propos. Qu'on a parlé beaucoup depuis le début de la journée, puis je vais reprendre des éléments qui ont été mentionnés par les interlocuteurs précédents, dont M. Rajan-Osson, qui nous avait fait une belle présentation ce matin, mais en vous présentant une autre définition de qu'est-ce qu'est la localisation des ODD, qui est donnée par le PNUD, qui va nous parler justement des processus de définition, de mise en œuvre, de suivi des ODD, mais aussi d'adoption d'indicateurs de suivi à l'échelle locale. Donc, c'est vraiment le cadre de référence des ODD, on vous l'a présenté. Je veux dire, c'est un cadre de référence qui a été adopté globalement, donc par les pays membres des Nations Unies, puis c'est eux qui sont mandatés à les mettre en œuvre. Mais on a parlé, Tunao a parlé dans les principes du programme 2030, il y a celui de l'universalité. L'universalité, c'est d'inviter tous les acteurs à toutes les échelles à mettre en œuvre le programme 2030. L'universalité n'égale pas l'uniformité, cependant. Donc, ce n'est pas de dire je prends ce
cadre de référence-là et je l'applique, grosso modo, tel qu'il est chez nous. On doit traverser différentes étapes si on veut le localiser à nos échelles locales. Je vais reprendre des mots de vocabulaire qui ont été mentionnés, mais peut-être en reformulant. Mais pourquoi localiser les ODD? C'est qu'il y a quand même un constat qui a été fait dans l'échec des objectifs du millénaire sur le développement. C'était le manque de localisation, d'ancrage au niveau local des objectifs. Donc, si on veut atteindre les objectifs globaux, ça a été mentionné à plusieurs reprises, mais quand même, c'est important de le répéter, c'est la proximité avec la population qui est importante avec la localisation des ODD et cette capacité qu'ont les collectivités locales à intervenir rapidement avec des actions concrètes. Je mets ici la notion de compétence, c'est que il y a une autre idée. On a parlé de coordination, je crois, le mot qui a été utilisé ce matin, de coordination verticale entre les différents paliers de gouvernement. Moi, je parle d'intégration verticale, mais ça veut dire la même chose. C'est qu'il faut coordonner, il faut intégrer ces différents paliers, local, provincial, fédéral, pour en arriver finalement à atteindre les objectifs communs qui sont les objectifs globaux, et en fonction du partage des compétences. Quand je parle de localisation des ODD, 2015, je vous disais, j'ai commencé à travailler plus sur l'opérationnalisation du programme 2030. Dans le cadre de mon doctorat, j'ai accompagné la Ville de Québec avec les membres de la chaire en éco-conseil. Je crois que j'ai même des chefs de file qu'on aura à ce moment-là. Et cet exercice-là d'accompagnement avec la Ville de Québec, qui était vraiment un exercice de localisation des ODD, avec la grille de priorisation qui vous a été présentée, donc, on cherchait un success story, c'en est un, selon moi. Et pas parce que je travaillais là-dessus, mais c'est parce que ça a vraiment été un beau travail, puis on a fait une publication là-dessus. Ça nous a permis de baliser aussi certains concepts essentiels à la localisation des ODD. La contextualisation, ça a été mentionné, l'adaptation aussi, et la priorisation aussi. Donc, quand même, ça valide tout ce que le monde a dit ce matin, mais ça valide aussi les approches. Mais je vais quand même baliser un peu ce que je veux dire par contextualisation des ODD. On l'a dit, le cadre de référence, il est global. Si on veut l'appliquer à l'échelle locale, il faut être capable de tenir en compte des contextes dans lesquels on le met. Et les contextes, on prend en considération notre statut environnemental, économique, social, culturel, politique, gouvernance, spirituelle, etc. Donc, on peut prendre en considération ces différents éléments-là. La contextualisation, pour moi, permet aussi de retirer ou de considérer que certaines cibles, et là je ne parle pas d'ODD, mais que certaines cibles ne sont pas pertinentes pour une localité ou à un autre niveau dans des organisations. Donc ça, c'est la contextualisation du cadre de référence en tant que tel. L'adaptation. Avec la Ville de Québec, on est allé aussi dans l'adaptation du contenu du cadre de référence. Le cadre de référence des ODD s'adresse à l'échelle nationale. Quand on parle avec nos parties prenantes locales et qu'ils lisent au premier niveau les libellés des cibles, et si on lit d'ici 2030, atteindre à l'échelle nationale tel cible, ben, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'échelle nationale. Non, non, non. Le thème sous-jacent s'adresse autant à l'échelle locale. Si on fait juste adapter le libellé d'une cible pour changer le national, l'échelle nationale pour l'échelle locale, là, on fait « Ah, OK, maintenant, ça me parle, etc. » Donc, d'adapter ce contenu du cadre de référence, mais sans détourner le sens des cibles, c'est une possibilité qui va être mobilisatrice et qui va nous permettre aussi, justement, aux parties prenantes de s'approprier le contenu du programme 2030. Et finalement, bien, le dernier élément, je ne veux pas trop revenir là-dessus parce que Tunao l'a très bien présenté, mais c'est la priorisation de ce contenu-là, justement en fonction des enjeux spécifiques des localités, parce que, justement, ce n'est pas toutes les cibles qui ont la même importance et qu'on a la même performance qui va justifier une priorisation. Mais qu'est-ce qui est important là-dedans, puis pour revenir aux indicateurs, c'est l'élément de performance. Si je veux être capable d'évaluer ma performance, je dois avoir des indicateurs qui vont me mentionner si j'atteins la performance voulue. Et là, il y a quand même une problématique, et on en reviendra aussi ultérieurement avec
dans la deuxième ronde de questions, mais c'est sur quels sont ces indicateurs. Est-ce qu'ils existent, une standardisation des indicateurs à l'échelle locale? Tunao mentionnait, il y a 244 indicateurs des Nations unies dans le programme 2030, mais ce n'est pas tous des indicateurs qui sont adaptés ou qui sont même pertinents pour l'échelle locale. Et là, je vais faire un pont même avec une question qui a été posée ce matin sur l'échelle temporelle 2030, qu'est-ce qui va se passer après 2030. Mais il faut savoir qu'en 2015, quand on a adopté le programme 2030 et les ODD, on a mis la charrue solidement devant les bœufs. Okay? On a parlé d'un système d'indicateurs de 244 indicateurs. À ce moment-là, pour le tiers, on n'avait pas de méthodologie. On n'avait pas de données. Fait qu'est-ce que ça a fait? Oui, la charrue était devant les bœufs, mais on s'est mobilisé. L'ONU a mobilisé des ressources, la recherche aussi, etc. Les gens se sont mobilisés, puis tranquillement, bien là, les bœufs sont devenus devant la charrue. Mais il faut continuer, justement, à aller derrière ça avec le travail qui a été accompli. Donc, ces éléments-là, c'est tout en construction. On parle des indicateurs au niveau national, que c'est flou. Imaginez-vous au niveau local, bien, il faut travailler là-dessus, puis il faut continuer. C'est sûr que si on arrive en 2030 et on change de programme, merde, mais en tout cas, on verra à ce moment-là. Donc, se tourner vers l'action avec des indicateurs, avec les priorisations, etc. Mais qu'est-ce que je pense que c'est M. Després qui a mentionné ça comme les quick wins. Moi, j'appelle ça des actions porteuses, ou je vais avoir ma version anglaise aussi avec les low-hanging fruits, pour générer des succès à court terme qui vont être encore une fois mobilisateurs, etc. Mais c'est important que quand on a des actions, qu'on a des cibles, c'est d'avoir les indicateurs qui vont avec. Et ça, c'est un bon défi, puis on va en parler encore dans une deuxième ronde de questions. Ces actions-là, puis là, j'essaie d'ajuster mon discours à ça ici, c'est d'intégrer ça dans une démarche aussi qui va en entonnoir. OK? Le premier élément, au-delà du cadre de référence des Nations unies, c'est si on veut faire du développement durable dans nos collectivités, c'est l'engagement. C'est l'engagement de faire du développement durable, et souvent, ça prend cet engagement-là au plus haut sommet. On a parlé de la Ville de Québec. Un des cas de réussite, c'est ça aussi, c'est cet engagement-là qui était au sommet, qui permet de mobiliser les ressources ensuite pour aller vers un cas de réussite. Le cadre de référence, ici, on en parle beaucoup, c'est celui des ODD. C'est les cibles, c'est les objectifs de développement durable, mais c'est aussi les indicateurs qu'on va choisir. Et là, je vous ai parlé de localisation des ODD, donc contextualiser, adapter, prioriser, pour définir des enjeux stratégiques, des actions dont on va pouvoir mesurer l'atteinte avec des indicateurs de suivi, donc pour faire notre évaluation et notre suivi. Maintenant, on va pouvoir revenir tout à l'heure avec les enjeux, les défis liés à ces indicateurs-là, mais ils sont essentiels pour savoir d'où on part, le bilan, le diagnostic, puis ensuite savoir si on atteint nos objectifs. Et rapidement, parce que moi aussi je suis dans le rouge, si je regarde par exemple la cible 13.2 du programme 2030 qui touche les mesures relatives au changement climatique, il y a un indicateur de suivi qu'on a identifié, qui est reconnu, cet indicateur-là, ce sont les émissions de gaz à effet de serre émises par habitant. Si une collectivité locale, une municipalité juge cet indicateur-là essentiel, elle va probablement adopter des actions qui vont dans le sens de l'action. Ça peut être électrifier le parc automobile, ça peut être améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments municipaux, ça peut être verdir les parcs, etc. Mais avec toujours une finalité qui est l'indicateur de suivi, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre par habitant. Et là, en faisant un bilan des inventaires, on a notre point de départ, on peut se donner une cible de réduction, et avec le futur bilan, on va pouvoir se mesurer pour voir si les actions qu'on a mises en œuvre nous permettent d'atteindre nos cibles. Et ça, bien, c'est un exemple simple, avec un indicateur simple sur une cible en particulier, mais comme Tunao le mentionnait, il y en a 169 cibles, donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et cette belle complexité pour trouver les indicateurs à toutes les cibles. Donc, j'y reviendrai ultérieurement pour passer la rondelle à un de mes collègues. Et oui, merci David.
Donc, le prochain panéliste est M. Daniel Forger pour nous parler d'un projet de cartographie des ODD. Daniel est ingénieur géologue de formation. Il a travaillé dans le domaine de la caractérisation et de la décontamination de sites. Détenteur d'une maîtrise en éco-conseil et analyse systémique de durabilité, il a été successivement éco-conseiller au cégep de Victoriaville, professeur au cégep de Lévis, et depuis 12 ans, il œuvre à intégrer le développement durable sous ses multiples formes dans l'enseignement et la recherche à l'Université Laval. Merci, Colline. Donc, bonjour tout le monde. Si j'ai bien compris, tout le temps qu'ils ont grugé sur moi, j'en ai plus, fait que je vais me fier à cette horloge-là là-bas qui a arrêté depuis longtemps. Donc, bonjour tout le monde, content de vous revoir. Donc, le piton vert avance. C'est-tu un piton qui recule aussi? C'est la flèche rouge qui tourne à gauche. Yes! Et je vais pouvoir y aller. Donc, aujourd'hui, en 2 points, je vais vous parler de passer de DD à ODD. Et ensuite, je vais parler du projet Carto-ODD. L'idée que je veux vous partager ici aujourd'hui, c'est que c'est bien beau de dire on va faire 3 jours ou 2 semaines de priorisation des cibles avec plein de parties prenantes et tout ça, mais avant de se rendre là, il faut avoir convaincu le décideur. Il faut avoir réussi à vendre le projet à ton patron pour dire oui, c'est une bonne idée de réfléchir autour des objectifs de développement durable. Mais c'est pas juste à ton patron qu'il faut que tu arrives à vendre les objectifs de développement durable. Moi, il y a un principe dans la loi sur le développement durable que j'adore. Bon, je sais pas c'est quel le numéro exact, tu me le diras, là. C'est le principe de subsidiarité. De s'assurer que le niveau d'intervention soit à la bonne imputabilité, à la bonne place. Donc, c'est ces personnes-là, c'est jusqu'à ces personnes-là que vous devez aller convaincre. Vous êtes, il y a beaucoup de municipalités ici, de collectivités. Nous autres, à l'Université Laval, bon, on est aussi une espèce de collectivité de la grosseur d'une ville, plus grosse que différentes villes qui sont ici présentes. Donc, 48 000 habitants, 17 facultés qui sont chacun 17 autres villages, et chacun des profs est une PME en puissance. Donc, il faut arriver à parler à tout ce monde-là, et il faut arriver également à ce que les gens se sentent rapidement intelligents quand tu présentes leur travail à l'aune d'un cadre, les objectifs de développement durable. Donc, d'où l'idée que moi, en 2019, après 4 ans après ma maîtrise que j'avais faite au Sénégal, là, je l'ai parlé tout à l'heure, ça faisait 4 ans que je martelais les objectifs de développement durable à l'Université Laval, puis là, mon patron est derrière, fait que je vais faire attention à tout ce que je vais pouvoir dire et mentionner. Mais l'idée, c'est qu'on est arrivé à un moment donné le processus des accréditations internationales pour dire que les universités sont bonnes en développement durable par comment on se positionne autour des ODD. Daniel, ça fait depuis 2007 que l'université est leader en développement durable. Là, on passe de DD à ODD. C'est quoi le risque? À quel point est-ce que ce qu'on faisait en développement durable jusqu'à hier matin, match, fit, respecte le cadre des 17 ODD? Et là, ben, grande question, donne-moi 3-4 mois minimum. Et là, j'ai été chercher les documents fondateurs de 4 orientations stratégiques qui découlaient de notre planification en développement durable. Donc, on a sur notre gauche la politique de développement durable, on a analysé la charte de l'Okanagan pour notre engagement en santé durable, les plans d'action d'engagement social et l'entrepreneur responsable, qui étaient 4 grandes orientations qui découlaient de notre engagement en développement durable. On a roulé une analyse de mots-clés, donc une analyse syntaxique à partir des 1602 mots-clés qui avaient été trouvés par la Ville de Québec lors de leur stratégie en 2020. Et on a regardé l'occurrence dans chacun des différents plans d'action et autres documents fondateurs pour voir ces graphiques-là. Bon, ils sont un peu petits, là, je vous l'accorde. Si on regarde celui-là plus précisément, c'est la politique de développement durable. Donc, dans cette politique, moi, j'aime bien regarder les choses par les succès, à quel point on est bon. Donc, oui, on est bon sur l'ODD4, accessibilité de l'éducation. C'est normal, on est une université. On est bon en 17, le partenariat pour l'atteinte des objectifs. Bien oui, ça fait partie de la manière de faire. L'ODD12, qui est le premier des vecteurs d'engagement en développement durable, c'est de s'occuper de sa gestion des matières résiduelles et de son approvisionnement. OK. Mais maintenant, si on peut s'analyser par les faiblesses, qu'est-ce que ça donne? Parce que les faiblesses, il faut les transformer en opportunités. Il faut être capable de les transformer, puis c'est souvent là-dessus qu'on a le plus grand gain à aller faire. Première faiblesse, ODD1, lutte à la pauvreté. Ça va pas bien. Daniel, peux-tu m'expliquer cette faiblesse? Et là, le cadre des ODD va permettre de voir que si je reviens ici avec mes autres voisins des autres orientations, l'ODD1, c'est le fer de lance de la démarche de santé durable et également de la démarche d'engagement social. Donc, ensemble, on est complémentaires. On n'a pas à confier à une seule unité l'ensemble des 17 combats. C'est une montagne qui est impossible à avancer. Donc,
ODD1, démonstration de complémentarité. Nos voisins nous aident à atteindre cet objectif-là. L'autre faiblesse, ODD7. C'est quoi l'ODD7? Énergie propre à un coût abordable. On est plugué sur nos rivières au Québec à 99% d'hydroélectricité. Oui, il y a des engagements à faire et des éléments, mais vous allez pouvoir voir que l'ODD7, si je reviens en arrière, c'est un ODD faible dans l'ensemble des démarches. Donc, c'est un contexte régional québécois. Donc, est-ce que ça s'explique? Oui. C'est important de contextualiser pour bien comprendre les faiblesses et les forces qu'on peut retrouver dans nos analyses. L'autre, c'est l'ODD10. ODD10, grosse faiblesse. C'est quoi l'ODD10? Lutte contre les inégalités sociales. Et là, quand j'ai présenté ça à ma collègue Audrey, qui est en charge de la révision de la politique de développement durable, elle nous a dit « Daniel, c'est du bonbon que tu viens de me donner. » Qu'est-ce que ça veut dire, Audrey? Ça veut dire que ça fait quelques mois qu'on est en train de travailler puis qu'on a des autocritiques dans notre petite cellule sur la révision de la politique de développement durable et qu'on se dit qu'il manquait de place à l'inégalité sociale. Là, tu es en train de nous justifier objectivement des données pour pousser à mon patron et ses amis le fait qu'il fallait rajouter des éléments sur les inégalités sociales. 3 articles ont été... Il y a eu des amendements, donc 3 articles ont été rajoutés lors de la révision de la politique grâce à cette analyse. Est-ce que c'est pertinent pour l'aide à la décision de faire des analyses ODD? Ça vient d'être la preuve de concept. Ensuite, on trouvait que c'était intéressant tout ça. Hein? On trouvait qu'on avait une bonne première, on était bien partis. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'Université Laval? Nous, on donne des cours et on fait de la recherche. Pas mal ça, notre travail général. Oui, on administre des bâtiments et tout ça. Et là, on a décidé de prendre la même analyse par mots-clés et on va l'appliquer à tous nos plans de cours. Fonçons, et que ça n'a pas donné des belles affaires. Donc, il y avait une diapositive de bouillie pour chat que je n'ai pas intégrée pour vous montrer à quel point que ça pouvait donner un petit peu n'importe quoi de prendre un champ lexical mésadapté. Mais là, ce qu'on a décidé, c'est de donner des données intelligentes à notre intelligence artificielle qu'on voulait pouvoir répliquer année après année nos différentes analyses. On a embauché 4 étudiants. En 2022, à l'été, on leur a fait lire 5000 plans de cours et analysé sur 17 paramètres. Et 23 en fait, là, mais bon, ils ont regardé sur les différents objectifs de développement durable, chacun des plans de cours. Est-ce que l'ODD 1 à 17 sont exprimés de manière implicite, explicite ou sont-ils absents? Donc, on a une espèce de 3 niveaux de matrice de 5000 par 17 et plus qui nous donne des mots de tête, mais qu'on a été capable de rentrer dans ma chaîne à saucisses pour pouvoir le répliquer année après année. Oui, je m'étais dit que je ne dirais pas ma chaîne à saucisses, mais c'est trop tard. Donc, et l'idée, justement, c'est que... tu sais, la crise climatique, toutes les crises qui sont là devant nous, il faudrait avoir agi hier. Il y a urgence d'agir, donc il faut se donner le droit à l'erreur. Donc, on a, oui, 4 étudiants qui ne cumulent pas toutes les expertises, mais on a un premier jet. On ne démarre pas de la page blanche quand on regarde nos activités. Et on n'est pas trop loin de la vérité. Puis si jamais on a un problème, mais on a une démarche d'amélioration continue qui permet d'avoir une rétroaction de la part des professeurs quand on challenge le regard, le portrait ODD de ton cours. Si tu dis que ça n'a pas de sens, bien, réponds au questionnaire, puis vos données vont incrémenter puis donner des meilleures données d'entraînement à notre intelligence artificielle. Donc ça, c'est ce que ça donne sur le campus. Oh, 2 minutes 30. Donc ça, c'est notre portrait ODD, là, avec les diagrammes à bande ou encore circulaires, qui dit à quel point l'Université Laval, c'est quoi son terrain de jeu sur les différents objectifs de développement durable. C'est un constat, c'est un tableau de bord. Est-ce que c'est avec ça qu'on veut instaurer une démarche d'amélioration continue? Bien, peut-être pas. Ça démontre plutôt plein de différents contextes. Sûrement que si je le ferais avec l'UQAR, l'ODD 14, il serait un petit peu meilleur sur la biodiversité marine, par exemple. Si on disait qu'on va absolument avoir 5 % en ODD 14 de plus que ce qu'il y a là, il faudrait se créer une faculté parce que ce serait des milliers de cours qu'il faudrait rajouter. Est-ce que ça dénote peut-être un manque d'intérêt sur l'ODD 14 dans le cadre de nos contenus de cours? Peut-être. Les réflexions doivent se poser au bon niveau. D'où l'idée que l'université, dans son cadre global, c'est intéressant, mais comment on le redescend après ça? Par faculté. Ça, c'est le graphique que je m'étais dit que je présenterais jamais, puis prière de ne pas zoomer, parce que ça peut amener des chicanes. Ça, c'est les 17 facultés, ainsi que l'Université Laval qui est là. Donc, ça, c'est l'espèce de clé de voûte qui dit c'est quoi la contribution au développement durable de chacune de nos facultés, qui n'est pas la même manière de parler de développement durable partout. Il y en a qui sont plus généralistes, faculté de géographie, si vous la retrouvez. Il y en a qui sont plus dédiés à un seul ODD. La faculté de droit, c'est celle que le 16 est dans le tapis. Donc, 16, c'est quoi? C'est justice sociale, institutions efficaces. C'est normal, c'est leur travail. Donc, c'est un petit peu une manière d'arriver avec... Voici le constat de ce que vous faites. Est-ce que c'est correct avec vous? Est-ce que vous le respectez? Donc, ça permet aux gens de se sentir rapidement intelligents devant un nouveau discours, un nouveau cadre, les objectifs de développement durable.
On l'a fait avec un accompagnement personnalisé avec une faculté jusqu'à maintenant, la faculté de pharmacie. Ça, c'est le graphique que la machine a produit. On a embauché des étudiants qui ont fait 7 étudiants en stage qui ont refait le calcul. Les professeurs ont refait le calcul. On a des données comparatives entre les différents regards. Puis moi, quand je parle de développement durable en pharmacie, là, ça s'arrête assez rapidement. Okay, je suis capable de parler de surdiagnostic, de surmédication, puis à la limite de résistance aux antibiotiques. Mais c'est tout. Hein? Et voilà, l'étendue de mes connaissances, c'est là. Les étudiants, pendant 3 semaines de stage, ont produit 84 pages de pistes de bonification grâce aux outils qu'on leur a fournis pour être capable d'améliorer l'enseignement de la pharmacie en 2024. Sinon, ça ici, c'est des beaux petits graphiques qu'on est capable. Les données, c'est le fun d'en créer des nouvelles avec les ODD, mais c'est encore mieux d'arriver à les connecter avec les données existantes. Là, je vais vous présenter ce que ça donne quand on regarde les résultats des diplomations, puis vous pouvez réfléchir à ce que ça pourrait représenter dans vos différentes collectivités. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé là, pour les 4 dernières cohortes de diplômés du bac en architecture. On a regardé l'ensemble des cours que chacun des étudiants avait effectués, puis c'était quoi la présence des objectifs de développement durable pour chacune de ces cohortes-là. Donc, il y a une évolution des cohortes de 2018, graduées en 2018-19, jusqu'à 2021-22. C'est faible, ça ne paraît pas, mais pour, c'est quoi, c'est 11 des 17 ODD, il y a une amélioration de 3 à 7 3 à 7 dans le cadre d'un programme, ça veut dire qu'il y a 1 à 2 cours de plus suivis sur les ODD pour chacun des étudiants de cette cohorte-là. Y a-t-il un changement qui a été effectué au programme il y a 4 ans? Peut-être. On est capable de le dénoter avec ça. C'est aux gens, aux bons endroits, à arriver à faire parler les différents graphiques qu'on propose. Ça ici, c'est ma dernière diapo, et j'ai juste débordé d'1 minute jusqu'à maintenant. Monsieur Berthold, je vous présente un des deux, c'est votre programme de baccalauréat en développement durable du territoire. Lequel? L'autre, c'est un programme de saines habitudes de vie. Donc, les 2 programmes, c'est 2 programmes qu'on dit que c'est des programmes forts en développement durable à l'Université Laval. Un pour faire développer les saines habitudes de vie chez les étudiants et l'autre pour intégrer le développement durable à l'échelle territoriale. Vous comprenez que ce n'est pas du tout la même signature, que les 2 ne travaillent pas du tout sur les mêmes enjeux. Il y en a un, celui d'en haut, c'est celui sur les saines habitudes de vie, va travailler le développement durable à l'échelle individuelle. À quel point tu es capable d'intégrer ça dans tes finances personnelles, l'équilibre dans ta santé, dans ta nutrition et dans... donc, c'est plus les ODD 1, 2 et 3 qui sont là dans le tapis. Tandis que le bac en développement durable du territoire, qui est en bas, c'est lui qui va regarder plus la manière de remplir les éléments de développement durable à l'échelle collective. Donc, les objectifs de développement durable, c'est la biodiversité, 14 et 15, l'action climatique, le 13, le 12, la protection responsable. Donc, on peut voir, puis même le partenariat, puis la justice sociale, les institutions efficaces, c'est dans le tapis. Donc, est-ce que eux, le 14, ils considèrent que c'est une faiblesse, que c'est un contexte? Bien, c'est à eux, en comité de programme, de se questionner à ce sujet-là. La gouvernance territoriale au Québec, c'est une gouvernance plus provinciale. C'est dans le fédéral que se retrouvent les eaux internationales ou les ressources halieutiques. Donc, peut-être que c'est un contexte, peut-être que c'est une faiblesse à adresser. C'est à eux de se poser la question. Donc, voici un peu le projet de carte ODD qu'on a créé. Pour l'instant, on a analysé les cours. On a développé le champ lexical également pour l'enseignement de la recherche. Et ce qu'on espère à terme, si jamais on reçoit tous les financements possibles, on pourrait partenariser avec tout le monde ici pour être capable de rentrer des documents normatifs. Stéphane, attache-toi, tu n'es pas fini d'être directeur de projet de recherche là-dessus. L'idée, c'est qu'on voudrait être capable de se rendre jusqu'à analyser des missions d'organismes, des plans d'action dans les différentes institutions pour, avec rétroaction d'utilisateurs, améliorer la machine à saucisses et faire en sorte qu'elle soit véhiculée au plus grand nombre. Merci. Donc, merci, Daniel. Je vous présente maintenant le dernier panéliste de cet après-midi, M. Cristiano Terrien. Cristiano va présenter sur le sujet de la gouvernance des données pour le milieu municipal et vous présentera le cas du projet Montréal en commun. Donc, Cristiano est gestionnaire de programme à Nord-Ouvert. Il est docteur en droit. Il a été ensuite chargé de cours à l'Université de Montréal en droit du commerce électronique et en éthique professionnelle, ainsi que chercheur postdoctoral en intelligence artificielle et régulation à l'Université d'Ottawa depuis 2022-2023. Merci pour être là à la fin. En plus, tout. Je vais essayer, je ne suis pas capable de parler en vitesse 1,5 comme avant, mais je vais essayer de présenter dans le temps qui a resté. Et qui sommes-nous? Le Nord-Ouvert, vous pouvez nous demander. Nous sommes une organisation sans but lucratif. Nous sommes, depuis 2011, on travaille avec la gouvernance données, avec le partenariat des données numériques. Il semble que vous avez besoin de données.
Notre spécialité, ce sont des données ouvertes, partagées, les villes intelligentes, le gouvernement ouvert. Bon, ce sont ces sujets. Vous pouvez voir notre page web, est très belle. On a changé l'année passée. Je vous invite pour prendre une visite. Alors, quels sont nos projets? Je vous présente très rapidement quelques-uns parce qu'ils sont sur la page aussi. Vous pouvez voir, nous sommes responsables pour animer une communauté de municipalités, environ 120 municipalités canadiennes, autour des défis liés aux données. Ça fait longtemps qu'on travaille ça et au niveau fédéral, ici au niveau provincial, on travaille avec le programme DataAid, on conduit un programme de capacité, de compétences numériques avec plusieurs organismes communautaires. On travaille avec les universités pour des projets d'intelligence artificielle et gouvernance de données, comme IA urbaine, qu'on travaille avec l'Université de Montréal, et aussi avec le partenariat Climat Montréal avec l'Université Concordia. Alors, on a des choses à voir avec vous autres. Ils m'ont demandé de présenter Montréal en commun. Bon, peut-être vous vous rappelez d'un défi des villes intelligentes du Canada qui a amené 50 millions pour la ville de Montréal, qui a réussi d'amener, gagne le lancement du défi en 2019. Ça a été tout un processus. Je n'étais pas à Nord-Ouvert à l'époque, j'étais au doctorat, mais mon sujet de thèse était la ville intelligente. Alors, je suivais des proches, j'utilisais les publications de Nord-Ouvert et je suis venu à travailler à Nord-Ouvert plus tard. Bien, chanceux. Qu'est-ce qui se passe avec ces 50 millions? On a toute une communauté qui commence à faire des itérations, des expérimentations, plusieurs projets dans la ville, dans les départements, des OBNL, plusieurs partenariats, une culture d'expérimentation. Et là-dedans, parce que je ne peux pas passer longtemps, nous avons plusieurs approches qui sont différentes et plusieurs compétences différentes, des habiletés différentes, des données différentes. Et nous sommes plutôt dans les rouges là-bas. La partie des partenaires en expérimentation réglementaire, nous sommes là-dedans. Nord-Ouvert est un de ces partenaires. On pourrait parler longtemps des heures sur ce sujet, mais vous pouvez aussi faire votre recherche. Mais on vous donne une idée où nous sommes dans la ville de Montréal, distribués plusieurs projets. Ça, c'est des diapos de la ville de Montréal. Ce n'est pas moi, OK? Mais j'essaie de faire mon mieux. Ça fait 5 ans que nous sommes sous le projet et nous sommes à la fin maintenant, 5e année. Et c'est le moment des présentations, la mise des échelles. Maintenant, c'est le bon moment pour vous aussi. Parce que c'est le moment qu'on partage. Okay? On montre qu'est-ce qui s'est passé, on montre on partage les connaissances et aussi les outils. C'est ça qui m'a amené aujourd'hui à parler avec vous. Mais pour vous juste mentionner, les 3 volets du Montréal en commun, c'était centré sur l'alimentation. Je crois que c'est un sujet aussi pour vous. La mobilité, très fort lié aussi à la discussion. Et les points qu'on travaille le plus, c'est la partie des données. Que c'est l'utilisation éthique et responsable de données pour comprendre les besoins de la communauté, faciliter de nouveaux mécanismes de collaboration et évaluer l'impact de nos actions. Bon. Qu'est-ce que ça a à voir avec le développement durable? Bon, là, nous avons la Charte des données numériques de Montréal qui donne un ordre éthique pour la ville de Montréal. Okay? Et dans ça, il y a 13 principes. Dans ces 13 principes, il y a 2. Un des principes, c'est la sobriété numérique. Faire un usage raisonné et raisonnable de la donnée. OK. De la donnée et de la techno. Hein. On n'a pas besoin de plus de technologie et pas plus de données qu'il est nécessaire, qu'il est raisonnable, raisonné. Et aussi, les derniers principes, c'est la transition écologique. Pour cela, notre rôle à Nord-Ouvert, c'est peut-être l'objectif 17, c'est le partenariat des données. Alors, c'est ça plutôt que je peux vous parler un peu plus. Et dans ça, la gouvernance de données prend le relève. Qu'est-ce que c'est la gouvernance de données? Et a beaucoup de définitions, a beaucoup de concepts. Il semble que chaque chercheur a les siens. Mais, pour parler en termes simples, ça n'a pas beaucoup à voir avec comment prendre des bonnes décisions. Quelles démarches prendre, les règles à suivre, les responsables de la gestion, comment utiliser les données et qui prend la décision, comment les décisions sont prises,
comment on va mettre, quelle va être la responsabilité, tous les facteurs qui façonnent la décision concernant les données. C'est ça qu'on sent dans la discussion, une conception plus générale de la gouvernance des données, en sachant qu'on doit adapter à chaque organisation. Pourquoi qu'on dit ça? Bon, vous êtes, après la communauté de partenaires de Montréal en commun, vous êtes les premiers à savoir qu'on lance de nouveaux outils, parce qu'on a des outils que vous pouvez aller maintenant au site du Nord-Ouvert et trouver un cadre de gouvernance de données avec 50 quelque chose pages, un autre que l'introduction avec une vingtaine de pages. Ce n'est pas exactement pratique. Maintenant, nous avons des éléments qui peut-être ça va être beaucoup plus utile pour les municipalités qui sont présentes ou en ligne. Et si je devrais vous demander juste à regarder une image, peut-être ça va vous aider à voir cette image-là. C'est comme, ça fait une matrice, on essaye de faire une approche juridique, une approche éthique, une approche efficacité qui doit être adaptée à chaque contexte. Et ça va venir dans notre introduction au parcours de la gouvernance de données. C'est juste 3 pages, c'est vraiment vite pour lire, OK? Et dans ça, on peut, dans cette introduction, on explique qu'il n'y a pas de modèle. Je ne peux pas vous montrer une formule. OK, maintenant, vous prenez ça et vous faites ça et voilà, ça va. Vous pouvez juste adapter. Non. Chaque gouvernance de données est unique à chaque organisation. Vous avez un parcours particulier. Oh, mais c'est juste pour les grandes municipalités ou grandes organisations. Non, on travaille avec des partenaires qui sont juste quelques personnes. OK? Avec une municipalité plus grande, oui, ça peut être devenir plus complexe, mais c'est que chaque organisation a une gouvernance. Et nous avons travaillé une gouvernance pour Montréal en commun, c'est bien vrai, mais on travaille aussi pour d'autres qui sont ailleurs, au Québec, et même pas canadienne. Mais est-ce que la gouvernance est pour moi? Bon, si vous avez une mission, vous avez un projet de plateforme technologique, vous voulez collaborer avec une autre organisation pour partager, avoir des données, alors oui, vous avez besoin de la gouvernance de données. Et si vous n'êtes pas certain encore, on a un questionnaire de 3 minutes. Okay? 3 minutes, vous prenez ça, okay? C'est juste quelques questions, cochez oui ou non, vous finissez ça, et nous avons ces questionnaires rapides pour vous. Ça peut aider à convaincre même, est-ce que j'ai besoin d'avoir des connaissances techno pour les répondre? Non, vous n'avez pas besoin. Dans les choix que la municipalité de Montréal a pris, okay, le choix, ça a été ça. Là, ils ont adapté plus concentrique, une conformité légale, comme ils mettent au centre. Ils ont créé des standards, ils ont pris des décisions pour leur gouvernance des orientations éthiques, des orientations institutionnelles et aussi qu'on appelle des bonnes pratiques. Bonnes pratiques techniques, de gestion, technologique, comme vous voulez comprendre. Alors, ça a été la priorisation et exigence de la Ville de Montréal, qui l'autre municipalité peuvent prendre d'autres. Alors, on a travaillé sur des cas concrets. Okay? La première fois qu'on a lancé, les outils que vous pouvez accéder maintenant sur le site de Nord-Ouvert, ce sont des outils qu'on a travaillé pour beaucoup de recherches, avec beaucoup de chercheurs, et on a lancé ça, mais on est allé travailler à la base, à travailler avec les partenaires et apprendre avec la communauté de pratique. Parce qu'on ne peut pas juste, OK, on va mettre des concepts et ça va appliquer. Non, on a travaillé des bottom-up, c'est mieux, c'est une façon plus intéressante. Et on partage nos études de cas, on partage nos expériences sur Praxis, une plateforme ouverte qui peut consulter en ligne aussi. On offre, est-ce que vous avez, si vous voulez aujourd'hui, tout de suite, commencer des cours d'introduction gratuits en français, en anglais, vous pouvez aller sur le site Nord-Ouvert, vous allez trouver des cours sur gouvernance de données, des qualités de données, et un autre cours que je vous propose fortement, parce qu'il semble que c'est un gros problème pour plusieurs institutions qui sont ici, c'est le partenariat de données. On a plus que ça c'est 1.01 parce que juste pour introduction, mais nous avons des outils plus pratiques pour cela aussi, plus utiles, on pourrait dire. Nous sommes habitués à animer la communauté des pratiques, partager les connaissances, partager les expériences, partager nos apprentissages, et on anime cette discussion et on amène pour nos documents
et on essaye de partager aux autres municipalités aussi. Et c'est le moment que nous avons pour la dernière année de Montréal en commun. Et parce que quand on commence à travailler avec une organisation, on a une démarche à suivre, on a un accompagnement ciblé, on ne rend pas juste les documents. Oui, les gens ont le document pour utiliser, mais on peut les accompagner. On ne va pas dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais on peut discuter et aller à chaque étape jusqu'au moment qu'on arrive à une gouvernance donnée, que ça soit adapté, que ça soit efficace, que ça soit raisonnable pour l'organisation. Et de ces apprentissages que les gens divisent, c'est la promotion de l'automatisation des ressources produites par la communauté de pratique. Et ici, on partage dans de Google Drive. Il y a aussi, on partage les impacts. Nous avons, s'il y a des doutes sur le sujet, bon, on peut prendre des témoignages pour de bons cas, okay, des cas de succès. On apprend beaucoup avec les succès. OK, on apprend beaucoup plus quand ça ne va pas bien. Mais avec les succès, c'est aussi intéressant de suivre des bons exemples. Alors, nous avons les éléments pour partager. Et une fois que vous pouvez décider de commencer les parcours de la gouvernance donnée, nous avons un document, un autre outil, qui c'est pour évaluer la gouvernance des données. C'est plus que pour évaluer, okay? C'est plus pour orienter. Comment on peut arriver? Parce qu'il y a plusieurs cadres, frameworks, data management frameworks, il y a plusieurs, mais on vous propose quelques démarches, quelques parcours qui peuvent adapter à vos besoins. Et là, c'est dans ces documents aussi qu'on utilise déjà, ça fait un bout de temps, et que ici, vous pouvez juste vous montrer rapidement c'est quelle la démarche qu'on passe. On commence à une découverte, on a l'introduction, on fait des rencontres, on utilise les guides, on travaille une liste des priorités, des tâches, des actions, on partage, on exploite les ressources et on travaille ensemble. Et je vais finir. Je vous invite parce que le 11 avril, on lance nos nouveaux outils de gouvernance donnée et on vous invite à visiter notre page pour les télécharger et voir si ça marche un peu pour vous ou non. Et si jamais vous voulez nous donner un appel, ça ne coûte rien, hein, jaser un peu, et nous sommes disponibles pour vous. Merci. Donc, merci beaucoup, chers panélistes. On accuse quand même un peu de retard, donc je ne pourrais pas vous relancer, mais j'aimerais donner l'occasion à vous dans l'Assemblée si vous aviez une ou deux questions à poser. Et je vois que Stéphane a un petit mot à dire. En fait, j'ai une question pour Cristiano. Oui. Moi, j'étais parmi les 13 membres du jury du défi des villes intelligentes, donc je connaissais assez bien la proposition de Montréal. Je sais aussi pour l'histoire, c'est-à-dire que oui, il y avait un bureau de la ville intelligente, après il y a eu un laboratoire d'innovation urbaine, tout ça n'existe plus, il y a une charte sur les données, qui était la première sur les données numériques, vraiment excellemment réalisée, mais qui a été un peu tassée. Donc, ça apparaît super, ça, Montréal en commun, puis tout ce que tu nous racontes, mais en vrai... En vrai, cette question de la gouvernance des données au contact et confrontée aux réalités politiques, ça donne quoi à Montréal? OK. C'est mon client. OK, au revoir. Il n'est pas là dans la salle. Là. Oh oui. Qu'est-ce que ça donne? En fait, la question plus générale, c'est face à tous ces outils, aux enjeux de gouvernance, il y a des réalités. Il y a les réalités, oui, exact. Sociales, etc. Oui. Oui, c'est pour ça que quand on parle, les diagrammes de veines avec les 3 cercles qu'on avait là-bas, okay, quand on parle approche, c'est vraiment, pourquoi qu'on dit qu'on ne peut pas utiliser exactement le même de Montréal, par exemple ici la ville de Québec, ou une petite municipalité, c'est parce que quand on appelle approche juridique, on dit c'est une approche légale, oui, la loi 25,
protection de renseignement personnel, mais aussi les contrats de la ville. Okay? Parce que chaque ville a des contrats différents. Et ça, c'est le droit privé. Okay? Ce n'est pas le droit public. Alors, ça fait des conditions différentes. Quand on parle d'approche éthique, bon, on va être clair maintenant. Il y a une approche politique aussi. Il y a des options politiques qui changent beaucoup d'un maire à l'autre. OK. Alors, quand on dit éthique, il faut dire institutionnel éthique. Et quand on dit bonne pratique, OK, ça peut être une bonne pratique pour moi et pas pour Daniel. Alors, ce sont des choix aussi qui sont faits, et ce sont des choix de techno, ce sont des choix de gestion. Alors, c'est pour ça qu'il y a vraiment des différences. Et ce n'est pas à nous de Montréal-Nord-Vert de dire à la ville, OK, ça c'est le modèle idéal pour le suivre. Ils ont pris leur décision, ils ont utilisé, par exemple, la charte de données numériques, qui on a fait une interprétation pour améliorer, on dit aller le plus loin, et on a essayé de conduire la gouvernance qui va à différents niveaux entre les départements et entre les partenaires aussi. Mais s'il y a un défi qu'on voit à la fin, et c'est où on travaille le plus maintenant, c'est la difficulté des partenariats de données. Parce que je vais être sincère, très sincère avec vous, un peu dangereux de le dire, OK? L'idée de casser les silos, de briser les silos. Moi, je frappe la porte, OK, du silo, parce que les silos, ils ont des bonnes raisons qui existent. Ils sont très résilients. Alors, désilouer, OK, peut-être les capacités, les habiletés, mais les données sont, il y a des raisons économiques, il y a des raisons juridiques, il y a des raisons administratives. C'est pas simple, OK? C'est pas une question de volonté, de bonne volonté. Mais on propose, il y a d'autres outils que vous voulez aussi mettre maintenant sur Google, Fiducie, Données Sociales Québec, parce qu'ici au Québec, nous avons un modèle qui ça peut être utile pour faire des coopératives de données pour les municipalités. On a des modèles qu'on peut faire, que les gens appellent en common law des data trusts, parce qu'on ne peut pas toujours tout avoir comme data commons. On ne peut pas avoir toutes les données ouvertes. Mais il y a des données qui sont dans une zone grise. Ce sont des données qu'on a besoin pour l'intelligence artificielle, pour vous travailler, mais vous ne pouvez pas publier ces données. Mais l'autre qui peut avoir des données qui sont très utiles, mais ils ont des problèmes, ils ont des intérêts à garder. Alors, les fiducies de données d'utilité sociale peuvent être très utiles. C'est un format juridique que vous pouvez télécharger maintenant, discuter ensuite. Il y a les documents pour cela. Et ça a besoin un peu de créativité, un peu de courage et un peu de financement, et volonté politique. Mais ils sont là disponibles et ils marchent dans le droit québécois. Alors, c'est une autre chose, si je peux ajouter, c'était ça. Merci beaucoup. Merci. Il y avait une dernière question. Oui, juste une dernière. Merci. Calix Christin, Sales de Chaudière-Appalaches. J'en profite, Madame Liliana, je pense que le premier cours, développement durable, enjeux et trajectoire, vous vous rappelez de ça un tout petit peu, Monsieur David. J'ai juste tout ce qu'on fait là, c'est l'humain au cœur, j'imagine, c'est l'humain. Et le professeur Étienne l'a touché un peu, ainsi que le professeur Tremblay. Mais moi, je me demande la dimension culturelle dans tout ça. Où est-ce que vous le mettez? Parce que c'est l'humain qui est au cœur de tout ça. C'est juste une réflexion de manière générale à vous tous. La dimension culturelle dans les trois dimensions, est-ce qu'on le calque sur la dimension sociale? C'est juste une réflexion à lancer. J'aurais le goût de vous laisser, parce que je sais que vous avez plus d'éléments à enlever, mais c'est tout à fait pertinent comme question. Vas-y. Ah, OK, je vais être... C'est une excellente question. Quand on parle des cadres de référence, okay, les ODD, leur cible, c'est un cadre de référence, ce sont des balises. Est-ce que c'est la panacée? Non. OK? La dimension culturelle, puis là, c'est désolant, Tunao est parti, mais il en a été témoin des négociations. Elle a été rejetée dans le consensus de l'adoption des ODD. C'est que cette dimension-là, les objectifs à valeur culturelle ont été amenés aux tables de négociation, mais certains pays puissants, au sud du Canada, ont rejeté Au nord du Mexique. Au nord du Mexique, ont rejeté finalement cette dimension-là culturelle des ODD.
Quand je parlais tout à l'heure d'adapter le programme de localisation des ODD, puis que je mentionnais la possibilité de retirer des cibles qui pourraient être jugées non pertinentes, le contraire est tout autant possible, d'ajouter des éléments qu'on trouve pertinents. Dans l'accompagnement avec la Ville de Québec, la culture, c'est essentiel à la Ville de Québec, mais si on fait juste se baser sur le cadre de référence des ODD, on va retrouver une référence à la culture dans une cible. Il va parler de valorisation des produits locaux et de la culture locale, le patrimoine, etc. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, à ce moment-là, il faut adapter encore une fois ce cadre de référence-là à notre contexte. Pour nous, la culture, c'est important. Bien, il faut se doter d'objectifs, de cibles, d'actions qui vont toucher cet élément-là. Donc, il faut être critique des cadres de référence, dans le sens, c'est pas des panacées. Je veux dire, oui, on lit le programme 2030, puis si on se dit, hey, si en 2030, on atteint toutes ces cibles-là à l'échelle globale, on est au paradis. Mais ça n'arrivera pas. Mais quand même, puis on regardait même avec la Nation Huron, la dimension spirituelle qui n'était pas non plus dans Donc, ce sont des éléments importants qu'on doit questionner, mais quand on adapte le cadre de référence, bien, on peut les ajouter, ces éléments-là, pour que ça corresponde à nos réalités. J'abonde dans ton sens. Excuse-moi, je te vois la parole, Étienne? Non, pas du tout. Ben, je me lance. Moi, je suis le seul professeur qui n'est pas professeur de la liste. Donc, moi, ça rejoint un peu aussi une définition du développement durable que je qualifie un peu d'utilitariste. C'est que le développement durable, c'est un développement dans lequel le moyen, c'est l'économie. La condition, c'est on n'a qu'une seule planète. C'est la condition est environnementale. Et le but, c'est une société plus juste et équitable. Avec cette définition-là, on pourrait faire du développement durable gris sans problème. On pourrait tout parler anglais sur la planète, puis on arriverait à cocher les 3 cases que je viens de vous donner. Ce qui manque là-dedans, c'est un projet qui n'arrivera jamais parce qu'il ne respecte pas les identités multiples et culturelles qui existent. Donc, si on arrive à adapter le discours global à l'échelle locale, si on arrive à contextualiser pour respecter l'identité culturelle de où on veut faire atterrir le développement durable, bien là, on rejoint les éléments culturels que vous évoquez. Moi, si vous permettez. Oui, parfait. Oui, avec le mot de la fin, Étienne. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce que mes collègues disent. Effectivement, pour des raisons de complexité, mais aussi géopolitique, la question culturelle a quand même été éludée des objectifs de développement durable. Mais comme disaient Daniel et David, il n'en tient qu'à nous, à travers les processus de localisation, de l'introduire correctement à la mesure de nos attentes. Parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a de très nombreux groupes sociaux qui ne se retrouvent pas vraiment au niveau culturel. Moi-même, je travaille le patrimoine culturel. C'est, écoutez, cherchez-le, là, on le trouve, mais c'est à l'échelle urbaine essentiellement. Donc, c'est ça. Je pense que la clé, là, c'est les poursuites de la localisation. Il faut mettre votre propre couleur, votre propre saveur aux objectifs de développement durable dans vos localités. Merci beaucoup donc à nos panélistes.